Bonsoir à tous, bienvenue. Plus de 3 millions de cartes d'électeurs ont été distribuées par la CEI sur l'ensemble du territoire. L'opération a pris fin hier dimanche. La commission électorale indépendante l'a annoncé à travers un communiqué ce lundi. Le jour du vote, ces cartes seront à nouveau disponibles, précise le communiqué. Dernier hommage de la Côte d'Ivoire à l'un de ses grands serviteurs, Sidiki Diakité, défunt ministre de la décentralisation et de l'administration du territoire, a été porté en terre ce lundi. En présence du chef de l'État, il a eu droit aux honneurs militaires avant d'être fait commandeur de l'ordre national à titre posthume. La première phase de la réhabilitation de l'hôpital général de Grand-Bassam est terminée. 9 bâtiments rénovés, équipés, renforçant la capacité opérationnelle de cet établissement sanitaire en vue de la vulgarisation de la CMU, la couverture maladie universelle. À 5 jours de la présidentielle ivoirienne, la commission électorale indépendante CEI annonce avoir distribué plus de 3 millions de cartes d'électeurs sur l'ensemble du territoire ivoirien. L'opération a pris fin hier dimanche, annonce faite à travers un communiqué ce lundi. Le jour du vote, ces cartes seront à nouveau disponibles, précise le communiqué. D'autres précisions de Pierre Dipomelin. Le retrait des cartes d'électeurs a pris fin dimanche 25 octobre 2020. Malgré les troubles liés au boycott actif lancé par l'opposition, plus de 3 millions d'électeurs sur les 7,5 millions ont effectivement retiré leurs cartes à ce jour, selon le communiqué de la Commission électorale indépendante qui précise que les retardataires pourraient le faire le jour des élections. La Commission électorale indépendante CEI informe la communauté nationale et internationale qu'au terme de la période de distribution des cartes d'électeurs du 14 au 25 octobre 2020, 3 84 288 électeurs ont effectivement retiré leurs cartes, soit 41,15% des 7 495 082 électeurs. Conformément aux dispositions du Code électoral, les électeurs qui n'auront pas pu retirer leurs cartes pourront le faire le 31 octobre 2020, jour du scrutin, dans leur bureau de vote respectif ou un dispositif particulier sera installé à cet effet. La Commission électorale indépendante rappelle enfin que les nombres de lieux de vote, 10 815, et de bureaux de vote, 22 381, restent inchangés sur le territoire national et à l'étranger. Le processus électoral semble irréversible pour la CEI qui s'adapte au climat électoral tendu. Plusieurs bureaux de retrait des cartes d'électeurs avaient été délocalisés dans les commissariats et gendarmeries dans les zones troubles. La campagne prend fin jeudi à minuit. Des observateurs étrangers dont l'Union africaine et la CEDEAO sont déjà déployés dans le pays. Direction la région de la Maraoué où le Rassemblement des Ofotistes pour la démocratie et la paix promeut la réalisation de son candidat en vue de séduire l'électorat à Goïtafla, tout nouveau département, ou encore dans le canton Gola, regroupant les villages de l'axe à Boisflé-Saint-Fra qui va être bitumé. La population, mobilisée par la direction régionale de campagne, veulent prendre leur place dans l'élection de leur champion. Le reportage de nos envoyés spéciaux, Thiemé Dandje et Harouna Zeba. Goïtafla va changer de visage dans les tout prochains mois. Érigé en chef-lieu de département par le président Alassane Ouattara lors de sa récente visite d'État dans la Maraoué, la localité verra sa voirie communale bitumée ainsi que l'axe qui la lie à Zuenoula et Boisflé via Manfla. La zone n'est pas réputée être un fief du RHDP. Mais ses acquis majeurs, sous le magistère d'Alassane Ouattara, font bouger les lignes sur le terrain de la campagne électorale. Il a changé tout ce qui est l'électricité au niveau de Goïtafla. Actuellement, l'électricité de Goïtafla est vraiment très puissante et il ne s'est pas arrêté là. Il nous a donné encore le département que nous attendons depuis des années sur des années. Et en plus de ça, il a érigé notre hôpital en hôpital général. Et encore, il ne s'est pas arrêté là. Il nous a promis encore de bitumage. Là, c'est Goïtafla, Manfla, et là, c'est Zuenoula jusqu'à Kounari. Nous allons le remercier avec beaucoup de voix, en lui donnant beaucoup de voix, pour qu'il soit encore président de la République
de Côte d'Ivoire. Il nous a fait Goïta-Fla en département. Il faut envoyer Biti. Nous, les gourous, on est éclairés. On a supporté tout le monde. Mais nous sommes restés comme des poussins qui ont perdu la grande poule. Quand un corps dit, ou bien une poule dit qu'on est derrière lui. C'est comme ça que les autres nous prenaient. Aujourd'hui, on a eu une maman. Vraiment, je suis fier. Et je vous dis, on va le supporter jusqu'au bout. En meeting, le maire, lui, vend ce bilan. Le président Alassane Ouattara avait parlé de un coup KO. Il se trouve que les adversaires n'ont même pas attendu d'être sur le ring. Et ils sont restés déjà là, chez eux KO. Donc aujourd'hui, les élections, c'est plus facile. Le combat, c'est le taux de participation. Taux de participation pour le développement. Et je demande à la population de Goïta-Fla de participer au développement de la Côte d'Ivoire, de participer à leur propre développement. Le premier magistrat de Goïta-Fla est formel. Les populations vont traduire, à travers un plébiscite, leur reconnaissance aux candidats du RHDP. Autre axe à bitumer, Boisflé-Saint-Fra. Le directeur régional de campagne descend sur ce tronçon qui regroupe les villages du canton Goula. Réunis à Lia-Dienoufla, les populations, à travers chants et danses, expriment leur engagement à accorder des suffrages aux candidats du RHDP. Dimanche de campagne festif à Boundiali, dans le nord du pays, pour le candidat Kakabé. Le candidat indépendant, Kouadio Konan-Bertin, a échangé avec ses partisans sur fond de découverte des atouts culturels de la région, balafoniistes, danseurs et chasseurs traditionnels. Tous se sont donné rendez-vous au centre culturel de la ville pour le meeting de Kakabé, dans une ambiance de kermesse. Le reportage de Yeli Traoré est un Guy Collant. C'est sous un soleil de plomb que le candidat indépendant, Kouadio Konan-Bertin, a fait son entrée dans la ville de Boundiali. Dans un cortège ouvert par une nourriade de motocyclistes, le candidat et sa délégation ont fait un tour rapide de la ville, avant de mettre le cap sur le centre culturel. Là, Kakabé est accueilli au son des tam-tams et des balafons. Après avoir salué invités et militants, le candidat s'installe à la tribune officielle. Tour à tour, les hôtes de la cérémonie se succèdent au pupitre pour souhaiter la bienvenue au candidat et lui faire part de leur soutien. Le président Kakabé, il dansait. Il faut maintenant. La Bagoué comme un seul homme vous soutient. Nous sommes heureux, contents et fiers de votre venue chez nous au nord, en plein cœur du pays Sénoufo, pour nous parler et vous écouter. Comme vous pouvez le constater, nous sommes avec vous, car vous avez donné un sens à la démocratie ivoirienne. Nous comptons sur vous pour relever le défi des femmes ivoiriennes, qui n'est d'autre que l'autonomisation. Prenant la parole à la suite de ses hôtes, le candidat prêche la cohabitation pacifique entre les différentes communautés de la société ivoirienne, avant d'enfourcher son dada sur le changement de génération à la tête du pays. Regardez, pays là. Tout le monde est jeune ici. Hein, papa? Tout le monde est jeune ici. C'est quand on est jeune là, on a la force. On va au champ, on prend le tabac et on travaille. Les jeunes là, il faut leur donner le pays, ils vont construire le pays. C'est le temps des jeunes maintenant. Mettez les vieux de côté. Vous voyez, le président de la France là, vous avez Macron, il a 40 ans. Moi j'ai 52 ans. Et puis on dit que moi je suis encore enfant. Mais ça, je ne sais pas encore né. Est-ce que c'est normal ça? Est-ce que c'est normal? Le candidat conclut son propos par un appel à ses partisans à se rendre massivement aux urnes pour permettre une alternance démocratique, pour lui permettre d'accéder à la magistrature suprême de manière pacifique. À 5 jours de cette présidentielle, l'opposition maintient sa décision de boycotter le processus électoral en cours.
Elle a tenu cet après-midi une conférence de presse pour réitérer sa volonté de ne pas prendre part au scrutin. La conférence s'est tenue au siège du PDCI-RDA et a été animée par Pascal Affinguessan, porte-parole des candidats de l'opposition. Le point avec Nadia Edja et Mathurin Badé. Depuis le premier appel à la désobéissance civile, le ton n'a pas changé chez les partis politiques et plateformes de l'opposition. Ce lundi, ils se sont encore une fois retrouvés au siège du PDCI-RDA pour réaffirmer leur volonté de poursuivre le combat. Un combat qu'ils estiment pour la démocratie et la cohésion sociale. Il faut que nous sachions que ce n'est pas un combat partisan, c'est le combat de la Côte d'Ivoire. C'est le combat pour l'avenir de notre pays, pour l'avenir de notre jeunesse, pour le rayonnement de notre nation en Afrique et dans le monde. Nous nous battons pour les valeurs de la République. Nous nous battons pour l'unité de la nation, pour la cohésion de notre société. En dépit des divergences politiques avec le RHDP, ils ont tenu à rendre hommage à la mémoire de l'ex-ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, Sidiki Diakité. C'est un haut cadre du pays qui part à la tâche. Au-delà de la crise que nous vivons avec le gouvernement, c'est l'un des nôtres qui nous quitte et il est tout à fait compréhensible que l'ensemble de l'opposition s'associe au deuil qui frappe à la famille du ministre Sidiki Diakité, à son épouse et à ses enfants. Dans 5 jours, se tiendra l'élection présidentielle. Selon la commission électorale indépendante, 3 084 288 électeurs sur les 7 495 082 ont effectivement retiré leur carte à ce jour, soit un taux de 41,15%. La COVICI, Confédération des organisations de victimes des crises ivoiriennes, ne veut pas que le pays connaisse à nouveau une crise majeure. Elle a procédé hier dans la commune de Port-Bouët au lancement de sa tournée nationale de sensibilisation à la non-violence en vue d'un processus électoral apaisé en Côte d'Ivoire. Patrick Brédé. L'enfer de l'Ouest ivoirien, ces femmes l'ont connu en 2010. Mari assassiné, parents disparus ou enfants violés. Les affres de la crise post-électorale. Koussiété, Agathe s'en souvient. Ce qu'on a vécu en 2011, je ne voudrais pas que ça se répète. Jusqu'à mes 5 parents sont restés dedans présentement. Moi-même, j'ai été victime puisque je suis femme, épouse des militaires. Ils sont rentrés chez moi, prennent tous mes trucs, violer mes enfants. Mamadou Silaba a perdu son fils aîné lors de cette même crise. 10 ans après, le septuagénaire a choisi de tourner la page. Nous sommes des humains. Il faut savoir pardonner. Je demande de tous ceux qui ont perdu leurs enfants de pardonner. Dans une Côte d'Ivoire qui a encore du mal à penser les plaies du passé, la Confédération des organisations de victimes des crises ivoiriennes initie une caravane de sensibilisation à la non-violence à quelques jours de la présidentielle du 31 octobre. Nous avons décidé, avec l'appui du ministère de la Solidarité et de la Cohésion sociale, d'investir le terrain pour aller parler aux victimes, leur demander non seulement de s'éloigner de tous les champs de violence et de bataille, mais aussi leur demander d'être des acteurs de paix et de cohésion sociale. San Pedro, Man, Diouekoué, Daloa, Bouaké, Divo, Dabou, Port-Bouët et Abobo sont les villes et communes choisies pour cette opération dont le départ est prévu le 27 octobre prochain à Bouaké. Cependant, la célérité dans le processus d'indemnisation des victimes qui ont déjà du mal à s'en sortir au quotidien pourrait doper davantage la réconciliation nationale tant rêvée. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur l'actualité liée à la campagne électorale. Dans le reste de l'actualité, le dernier hommage de la Côte d'Ivoire à l'un de ses grands serviteurs, Sidiki Diakité,
défunt ministre de la décentralisation et de l'administration du territoire, a été porté en terre ce lundi à Grand-Bassam. Avant, en présence du chef de l'État, il a eu droit aux honneurs militaires avant d'être fait commandeur de l'ordre national à titre posthume. Le témoignage de Salifi Alekwe et Fulgence Kissiedo. Abidjan, Plateau. Avenue principale de la primature ce lundi. Le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, Sidiki Diakité, sur les lieux. Cette fois, pas pour prendre part à un conseil de gouvernement, mais pour être honoré par sa nation. Une nation qu'il a servi durant de nombreuses années, jusqu'à son décès brutal, le vendredi dernier. Tous les intervenants évoquent le travailleur, le passionné pour l'administration ivoirienne, le pieux. Discret et réservé, Sidiki Diakité aimait le travail. Il aimait passionnément le travail bien fait. Il était un homme de devoir. Attentif et studieux, avec un sens poussé du détail, l'administration territoriale était consubstantielle à sa vie. Il a toujours su tisser et laisser à ses administrés l'image d'un haut fonctionnaire mêlant écoute, cordialité et efficacité. Son tempérament tendre, patient, ne lui ôtait pas pourtant l'attachement à la rigueur. Plusieurs étapes ont marqué la cérémonie d'hommage à ce serviteur de l'État, mort à la tâche. Cérémonie funèbre en présence du chef de l'État Alassane Ouattara, marquée par un défilé militaire d'une section de la garde républicaine, de l'armée de terre, de la marine nationale, de la gendarmerie nationale et une section des commandos parachutistes. La décoration au grade de commandeur de l'ordre national à titre posthume. Cette sonnerie aux morts, exécutée par la section musique de la garde républicaine, a mis fin à la cérémonie funèbre aux environs de 11h30. L'ambiance est lourde. À Grand-Bassam, le fervent musulman a bénéficié de la prière mortuaire dirigée par le guide de la communauté musulmane, président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, Kozim Mamadou Traoré. Préfet hors grade, Sidiki Diakité a intégré le gouvernement en juillet 2017 en qualité de ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, avant d'occuper les charges de l'administration du territoire et de la décentralisation en 2019. Il était marié et père de 5 enfants. Sidiki Diakité repose depuis cet après-midi dans la ville balnéaire de Grand-Bassam. Adieu, monsieur le ministre. On reste à Grand-Bassam où la première phase de la réhabilitation de l'hôpital général de la ville est terminée. 9 bâtiments rénovés et équipés renforçant la capacité opérationnelle de cet établissement sanitaire en vue de la vulgarisation de la CMU, la couverture maladie universelle. Pierre Dipomela. La grande vague de réhabilitation des hôpitaux et centres de santé se poursuit. Après le CHR de Korogo, c'est au tour de l'hôpital général de Grand-Bassam, vieux de 90 ans, d'être remis à neuf. Coupure de ruban et visite des locaux par le ministre en charge de la Santé. Pour cette première phase, c'est au total 9 bâtiments qui ont été réceptionnés, dont ceux abritant le bloc opératoire et la pédiatrie. L'hôpital général de Grand-Bassam, qui vient d'être réhabilité, est une fierté pour notre département, est une fierté pour le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire. Il importe qu'il soit maintenu dans un état de fonctionnalité optimale pour le bien-être des habitants. Cette responsabilité incombe en premier lieu aux collectivités décentralisées, conseils régionaux et communes, et aux communautés qui doivent considérer ce centre réhabilité comme leur bien propre et œuvrer à son continuel rayonnement. Les travaux de réhabilitation exécutés par Medafrique, une filiale du groupe SNEDAI, s'inscrit dans le prolongement de la CMU, couverture maladie universelle, qui vise à ce que l'ensemble des populations puissent bénéficier d'un accès aux soins médicaux
grâce à des infrastructures conformes aux normes internationales. Rebondissement dans le conflit foncier d'Igbo-Camon, les acquéreurs ont dénoncé au cours d'un sit-in l'occupation du site conflictuel en toute impunité par des individus en violation d'un arrêté ministériel qui pourtant en interdit l'accès. Plus de précisions avec Pierre Dipomelin et Mathurin Badé. Alors que le site est interdit d'accès par un arrêté ministériel, le temps des résultats d'une enquête de Komodo et un Komodo en cours, près de 4 hectares sont décapés en toute impunité en vue d'une construction de bâtiments. Ces acquéreurs, qui ont déjà des arrêtés de concession définitive à céder et qui attendent la régularisation de leur situation, se sont rendus sur le site pour exprimer leur colère. Nous avons été alertés depuis hier, il y a maintenant 48 heures, qu'il y a des personnes qui sont en train de travailler sur notre site. Tandis que depuis le 20 juillet, le ministère de la Construction nous a fait un communiqué disant qu'il n'y avait plus lieu de travailler sur ce site jusqu'à ce que la régularisation soit effective. Mais, grande fut notre surprise de voir une machine décaper plus de 3000 mètres carrés avec des citernes de gaz sur notre lotissement. Voilà pourquoi nous nous sommes déportés ce matin en grand nombre pour une fois de plus interpeller nos autorités. Après ce communiqué du ministère de la Construction, nous constatons que sur le terrain, rien ne se fait. Ils appellent le ministère de la Construction et de l'Urbanisme à sécuriser le site qui fait l'objet de contentieux. Nous interpellons une fois de plus nos autorités de prendre les choses en main parce que ça dure et quand c'est comme ça, la tension monte de part et d'autre. Nous sommes des personnes, nous avons travaillé pendant plusieurs années, nous avons fait violence sur nous-mêmes pour acheter des terrains. Nous avons eu des ACD légalement avec le ministère de la Construction. Et aujourd'hui, on se retrouve face à des personnes qui n'ont pas de documents administratifs et qui nous font la force. C'est vraiment pathétique, ça nous fait mal, mais nous demandons encore une fois de plus aux autorités de prendre les choses en main pour ne pas qu'il y ait des morts d'hommes avant qu'on ne court pour venir en dénombrer. Cette enquête de Komodo et un Komodo en vue de la régularisation du processus d'acquisition de terrain devrait mettre fin au conflit foncier qui dure depuis 4 ans et porte sur plus de 150 hectares. Et c'est ici que prend fin ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain à 19h50 pour un autre numéro de NCI News.